Bonsoir tout le monde, je me nomme Pierre Lessard-Blais, je suis le maire de l'arrondissement et je suis heureux de vous accueillir parmi nous virtuellement pour cette séance ordinaire du conseil d'arrondissement de ce lundi 5 octobre. Donc, je déclare la séance du conseil ouverte et malheureusement, on peut être ensemble ce soir, mais nous faisons cette séance de façon virtuelle de manière à respecter les consignes de distanciation sociale telles que nous demande l'arrêté ministériel du 26 août 2020. Donc, j'inviterai les élus présents et ensuite la secrétaire d'arrondissement à se présenter dans l'ordre habituel. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à vous. Alors, Karine Boisverrois, conseillère du district de Louisville. Bonsoir tout le monde. Laurence Lavigne-Lalonde, conseillère dans le district de Maisonneuve-Longue-Pointe. Bonsoir, Annick Barsalou, secrétaire d'arrondissement substitut. Le conseiller d'Hochelaga a-t-il des problèmes techniques? La conseillère de Tétroville peut prendre la parole, si vous voulez, Monsieur le maire va me présenter. Allez-y, Madame Miron. Miron, je suis la conseillère de Tétroville. Bonsoir. Et oui, en retard sur le piton, Monsieur le maire, Éric Allen-Cardwell, conseiller municipal d'Hochelaga. Merci beaucoup. Nous avons aussi les directeurs de l'arrondissement ainsi que du personnel administratif qui sont présents par vidéo ou téléconférence. Je vais les nommer tout le monde pour gagner un petit peu de temps. Nous avons Serge Villandré, directeur d'arrondissement, Régent Boisvert, qui représente la direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises, Madame Caroline Saint-Laurent, directrice aux travaux publics, Madame Patricia Plante, directrice à la culture, sport et loisirs, Madame Constance Lauzon, chef de la division des communications, et Monsieur Claude Paradis, commandant du poste de quartier 48. Au niveau du bureau des élus, nous avons aussi les employés Marie de Pelletot-Paquette, Laurent Richer-Beaulieu, Catherine Barbeau, Mathieu Labelle et Madame Geneviève Guérin. Nous devons maintenant suspendre la séance ordinaire. On doit interrompre le plaisir pour la présentation et l'adoption du PTI 2021-2023. Il s'avère aussi être le PDI 2021-2030. Là, c'est un peu mêlant. Et le budget de fonctionnement 2021 de l'arrondissement. Donc, je propose, appuyé par Mme Suzy Miron, de suspendre la séance ordinaire afin de disposer des points inscrits à l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Donc, je propose, appuyé par Mme Miron. Donc, pour ce qui est de l'ordre du jour extraordinaire, du CERD extraordinaire. En point 10.01, je déclare la séance ouverte. 10.02, nous adoptons l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement à l'unanimité. 10.03, c'est la présentation du programme triennal d'immobilisation et du programme décennal d'immobilisation 2021 et 2030. Et nous aurons ensuite, en fait, il n'y a pas de questions citoyennes sur nos budgets ce soir, donc on va pouvoir y aller un petit peu plus rapidement. Donc, au point 10, me voilà à faire la présentation sur le budget d'immobilisation. Monsieur le technicien, pouvez-vous commencer le spectacle audiovisuel? Pour le programme triennal décennal d'immobilisation. Merci beaucoup. Donc, je vais dire le mot suivant lorsqu'on va devoir tourner la page. Donc, on voit ici que à la Ville de Montréal et dans ses arrondissements, nous avons deux types de budgets, le budget de fonctionnement et le budget d'immobilisation. Là, ce que je vous présente présentement, c'est le budget d'immobilisation et c'est un peu, grosso modo, si on peut faire un parallèle boiteux avec la vie normale d'un citoyen, là, le budget d'immobilisation, c'est un peu l'hypothèque de la ville, alors que le budget
le budget de fonctionnement, c'est nos dépenses quotidiennes. Donc, on peut voir ici que le PDI, le programme décennal d'immobilisation, assure les dépenses qui concernent en gros les parcs locaux, les centres sportifs, les programmes de réfection routière, les infrastructures, incluant la voirie, l'aqueduc, les égouts et divers achats là, de petits équipements et dans les bibliothèques et maisons de la culture, entre autres. Prochaine page. Donc, habituellement, pour les fanatiques de politique municipale, d'habitude, on avait un programme triennal d'immobilisation. Et maintenant, c'est l'objectif de la Ville de faire une meilleure planification financière. La Ville de Québec, entre autres, fait la même chose aussi. Et maintenant, le programme triennal se transforme en programme décennal d'immobilisation. Donc, de plus en plus, la Ville va se mettre à prévoir ses investissements d'immobilisation sur 10 ans au lieu de 3. Prochaine page, s'il vous plaît. Donc, grosso modo, les orientations, les propositions de la Ville pour les investissements en immobilisation, c'est une proportion de 75% de la protection de nos actifs et 25% de développement de nouveaux actifs. Mais bien sûr, c'est aux élus, année après année, de confirmer si c'est bel et bien la proportion qu'ils souhaitent voter dans leur budget. Prochaine page. On a aussi des critères de priorisation là qu'on voit juste ici. Donc, généralement, en ordre de priorité, on va avec les projets en cours de réalisation, les projets urgents, les projets financés par les tiers, quatrièmement, les priorités de l'administration et cinquièmement, les dépenses visant le maintien des actifs, quoique parfois, le maintien des actifs doit être davantage priorisé. Prochaine page. Donc, l'arrondissement sur une enveloppe de 10 ans, on parle de 84 millions de dollars, soit 8,5 millions par année. Et grosso modo, comment ça se divise selon les 5 programmes de dépenses pour l'immobilisation. On parle de 3 millions pour la protection des bâtiments, 1,9 million en réfection routière, 1,8 million en réaménagement de parc, 1,2 million en apaisement de circulation et 400 000 $ pour l'acquisition de petits équipements pour tout ça pour l'année 2021. Prochaine page. On a quelques exemples. En fait, là, quand on parle du 3,5, du 3 millions, en fait, pour la protection des bâtiments, on parle du marché Maisonneuve, du chalet de parc Saint-Aloysius et Sapato-Jouard, le chalet de parc Raymond-Préfontaine, les rénovations dans la maison de la culture Mercier. C'est le type de travaux qu'on fait avec le programme de protection de bâtiments de 3 millions de la prochaine année. Prochaine page. Dans ce qui est du programme de réfection routière, on a la chaussée, la reconfiguration des rues, le planage revêtement. Donc, on a ici un bel exemple de réfection et d'amélioration sur la rue de Marseille. Prochaine page. Pour ce qui est de la protection des bâtiments, l'enveloppe d'1,8 million, on a, je pense qu'il y a un petit bug sur la présentation, en fait, parce que c'est le programme de réaménagement de parc. Donc, 1,8 million dans le programme de réaménagement de parc. Non, là, vous êtes allé un petit peu trop vite. Oh, on reste là, mon cher monsieur. Merci. Donc, on a du fun avec la technologie ce soir. Bref, dans le 1,8 million, on va, entre autres, investir une partie des montants nécessaires pour les skateparks au parc Préfontaine et Honoré-Mercier. On a des projets de verdissement, on a des projets de budget participatif, les réaménagements du parc du Perré, du square des Airies, de Louis Riel. Ça va être vraiment des beaux investissements. Ça vient dans le programme de réaménagement de parc. Prochaine page, s'il vous plaît. Ensuite, dans notre programme d'apaisement de la circulation, nous avons la
sécurisation des corridors scolaires. Nous avons fait 3 écoles, entre autres, cette année, particulièrement dans l'est de l'arrondissement. Les dos d'âne, les ruelles vertes sont d'autres exemples de notre programme d'apaisement de la circulation. Prochaine page. Et finalement, dans l'acquisition de petits équipements, on a entre autres la nouvelle collection qui va venir avec la Bibliothèque Maisonneuve rénovée, le matériel d'éclairage à la Maison de la Culture Mercier. Bref, tout ça. On a entre autres le godet tamiseur à l'équipe des parcs et horticulture. Je savais pas c'était quoi avant d'être maire d'arrondissement. C'est un très, très, très utile pour faire de la plantation et on souhaite en faire de plus en plus. Donc, voilà le type d'équipement qu'on peut acheter avec ce programme d'acquisition de petits équipements. Prochaine page. Et bien sûr, on court après toutes les subventions possibles qu'on peut obtenir à la Ville de Montréal dans différents programmes de soutien gouvernementaux, fédéral, provincial. Ici, on a une petite liste là, des programmes. Lorsqu'on peut aller chercher de l'argent pour les citoyens de l'arrondissement, on le fait avec beaucoup d'empressement. Prochaine page. Période de questions. Il n'y a pas de questions inscrites pour le PTI. On va donc clore ce point à l'ordre du jour. Cela terminerait le point 10.03, soit la présentation du programme d'immobilisation. On peut donc passer au point 10.04, soit la présentation du budget de fonctionnement et période des questions de citoyens. Merci beaucoup, monsieur le technicien. Donc, on a une très belle image de la place de la Halte Belle-Rive ici, un beau projet de cette année, malgré la pandémie. Donnez-moi un petit instant, je vais ouvrir le document sur mon ordinateur. Donc, si on peut passer à la page... je vous lirai pas le mot du maire, en fait. Donc, on va tout de suite aller à la page 6, s'il vous plaît, monsieur le technicien. Merci beaucoup. Donc, avant de parler du budget 2021, on va revenir rapidement sur les les priorités d'action identifiées au budget 2020. On avait le verdissement, la sécurisation, la participation citoyenne et l'implantation des services aux citoyens. On a réalisé plusieurs de ces éléments-là. On va le regarder rapidement ensemble. Prochaine page, monsieur le technicien. Donc, en termes de réalisation en 2020, nous avions le verdissement comme priorité. On a fait de nombreuses sécurisations de ruelles. On a distribué les fleurs malgré la pandémie. On a fait des programmes de déminéralisation pour verdir davantage et on a aménagé, bien sûr, le nouveau jardin communautaire au parc Clément-Jeté qui suscite beaucoup d'enthousiasme en plus de planter 500 arbres sur le territoire. Prochaine page. En termes de sécurisation, on a, comme j'en parlais tantôt, on a travaillé sur la sécurisation aux abords de 3 écoles. On fait des investissements majeurs autour de 3 écoles. On a fait des mesures d'apaisement de la circulation avec une 50aine de saillies. On a continué à développer le réseau cyclable et on a installé à peu près 1 millier de nouveaux supports à vélo, soit le double de ce qu'on avait précédemment. Prochaine page. Et pour ce qui est de la participation citoyenne, on a lancé le budget participatif dans Mercier-Est en mode virtuel, malheureusement à cause de la pandémie, mais au moins on était capable de le relancer et il y a beaucoup de succès autour de ce budget participatif. En fait, mercredi soir, il y a une belle activité sur le budget participatif. Je vous invite à y participer en ligne. On a entre autres là aussi différents projets d'information, entre autres la soirée sur les refoulements d'égouts dans le nord de l'arrondissement. Et voilà pour nos réalisations sur la participation citoyenne. Prochaine page. Dans l'optimisation des services, entre autres, on souhaitait intégrer la plateforme Avis et Alerte
et implanter une carte interactive de nos services. Donc, ce sont d'autres réalisations que nous avons faites. Et on peut pas parler du budget 2020 sans parler de la pandémie parce que ça a bien sûr énormément impacté notre budget. Il a fallu qu'on revoie le budget de l'année 2020 à la baisse pour s'assurer qu'on ne fasse pour réduire toute possibilité de déficit à la fin de l'année. Et on est extrêmement efficace dans l'arrondissement pour soutenir les citoyens de l'arrondissement dans cette crise-là. Je suis extrêmement fier de tout le travail qui a été fait. Entre autres, il y a plus de 500 000 $ qui ont été octroyés aux organismes communautaires de la part soit de l'arrondissement ou du Fonds Centraide, mais bref, pour s'assurer qu'il y ait un soutien alimentaire, soutien aux familles, soutien aux mères monoparentales, soutien aux enfants. Bref, on a fait énormément de choses pour réduire les impacts de la crise sur les gens dans l'arrondissement, particulièrement les plus vulnérables. On a aussi entre autres, acheté 10 000 masques parce que on avait de la propagation beaucoup dans l'arrondissement et le gouvernement du Québec n'embrayait pas pour acheter les masques. Alors nous, on l'a fait. On les a distribués de façon en quelques jours. On a été très efficace là-dessus. On a aussi lancé une campagne de sociofinancement pour soutenir les commerces locaux. On a triplé l'objectif en seulement une semaine pour nos commerces de l'arrondissement. On a ramassé plus de 200 000 $ comme ça avec le soutien des citoyens pour nos commerçants qui étaient dans le besoin dans cette crise-là. Et bien sûr, on a non seulement piétonnisé la rue Ontario pour soutenir nos commerçants et améliorer l'ambiance sur la rue qui est un petit peu mortifère à ce moment-là. Et on a bien sûr beaucoup agi pour soutenir les personnes qui vivent en situation d'itinérance. On pense que l'itinérance a doublé pendant la crise du COVID et on l'a beaucoup vu dans Mercier Hochelaga Maisonneuve. Donc, on a été très proactifs sur cette question. Prochaine page, s'il vous plaît. On voit ici un organigramme. Le plus important, c'est de savoir que c'est Serge Villandré, le directeur d'arrondissement. Après ça, il peut répondre à toutes vos questions, M. Villandré. Prochaine page. Nos priorités d'action pour 2021. Premièrement, le développement du territoire. Il y a des grands projets immobiliers. Il y a l'éco-parc de la Grande Prairie qui s'en vient. On doit développer une instance de concertation. On a aussi, on doit mettre en œuvre notre plan directeur des parcs et espaces verts l'an prochain. Bref, on a beaucoup à faire pour assurer un bon développement de notre territoire car il y a encore beaucoup à faire dans MHM. Prochaine page. Une autre priorité de nos actions pour l'année 2021, c'est la transition écologique. Donc, on va continuer nos efforts pour s'assurer qu'il y a la collecte des résidus alimentaires, le compostage dans les immeubles de 9 logements et plus, et dans les industries, les commerces, les institutions. Nous allons continuer avec plusieurs projets de verdissement et des projets d'apaisement de circulation et de sécurisation et pour favoriser la mobilité active. Prochaine page. Et bien sûr, on va continuer nos efforts sur la participation citoyenne, entre autres pour élaborer le projet de budget participatif dans Hochelaga Maisonneuve. Donc, prochaine page. Donc, on voit un peu là ici le financement de l'arrondissement selon ses sources. On voit qu'on a des transferts Bon, je suis de retour, excusez-moi. Donc, on voit ici le financement de l'arrondissement selon les sources. Prochaine page.
Et nous avons des surplus, en fait, pour soit la planification de certains projets, comme l'acquisition de logements sociaux, le développement de l'écoparc de la Grande Prairie ou des projets de développement dans Tétroville, mais nous avons aussi des affectations de surplus pour des activités spécifiques telles que le déneigement et la santé et sécurité au travail. Prochaine page. On voit ici la répartition des revenus locaux pour l'arrondissement. On voit qu'on planifie pour l'année 2021 quand même une baisse de 164 000 $ dans les revenus locaux. C'était à prévoir, bien sûr, avec la pandémie. Prochaine page. Donc, ici, on voit l'importance de chacun des familles de dépenses pour l'arrondissement. Parcs et loisirs étant notre principale dépense avec 33 sous sur le dollar et ensuite tout ce qui est en lien avec le transport, 24 sous sur le dollar. Prochaine page. On a ici une déclination des activités normalisées, là, mais c'est normalisé selon les normes du ministère des Affaires municipales. Donc, c'est pas, des fois, c'est un petit peu flou par dépense, mais on voit en fait que nos activités budgétaires donc vont être en hausse selon ces activités-là de 1,1 million. Prochaine page. Donc ici, on doit, je tiens à vous expliquer en gros l'impact du maintien des services pour l'arrondissement pour l'année prochaine. Grosso modo, ce qu'on voit ici, là, c'est que 2,3 millions, c'est ce que ça va nous coûter de plus en 2021 pour maintenir les services et les orientations de l'arrondissement en 2021. Donc, on rajoute rien de très, très spécial, mais juste avec la rémunération, les loyers, les différentes hausses de projets, eh bien, on a quand même une augmentation de dépenses de 2,3 millions pour continuer les activités de l'arrondissement l'an prochain. Prochaine page. Donc, face à des dépenses supplémentaires des coûts supplémentaires de 2,3 millions, il fallait bien sûr là, les éponger à quelque part. Donc, premièrement, on a fait différentes coupures dans nos dépenses de 1,15 millions, avec, entre autres, en coupant dans le budget pour l'embauche d'étudiants. On a diminué l'élagage en période hivernale. On a coupé les animations hivernales. Bref, tout ça pour aller réduire nos dépenses de 1,15 millions. Prochaine page. Donc, on voit ici l'impact de la taxe de l'arrondissement. On voit que pour une résidence moyenne dans Mississauga-Maisonneuve, là, qui aurait une dépense de qui vaut au rôle foncier 390 000, la hausse de taxes locales est de 12 $. Toutefois, c'est extrêmement important de comprendre que on va passer à la prochaine page. En fait, ça va être plus simple comme ça. Donc, ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, on est très, très heureux d'annoncer que nous respectons les orientations de la mairesse de Montréal, qui est de geler la taxe pour les Montréalais tout en maintenant le plus possible les services. Donc, je suis très heureux d'annoncer là aux citoyens de l'arrondissement que non seulement il n'y aura pas de coupure de services en 2021 à cause de la crise, mais que les taxes pour le citoyen moyen vont être soit gelées, soit il va y avoir une petite baisse de taxes entre 1 et 2 % pour les citoyens en général. Et pourquoi? Parce que la hausse de la valeur foncière moyenne de l'arrondissement augmente moins rapidement que la moyenne montréalaise. Donc, oui, on parle d'une petite hausse de 12 $ sur la taxe locale, mais les autres familles de taxes, en fait, sont toutes en réduction, ce qui va dire que à la fin de l'année, en 2021, les citoyens de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve vont soit vivre, le citoyen moyen, du moins, soit vivre
un gel de taxes, soit une baisse de taxes, qui est une excellente nouvelle quand on considère à quel point on a été affecté par la pandémie. Prochaine page. Période de questions. Il n'y en a pas. Toutefois, si vous avez des questions suite à l'exposé qu'on vient de faire, on est conscient que d'habitude, on fait cette présentation-là devant citoyens. Donc, si vous avez des questions, des demandes de clarification, je sais que des fois, je suis allé un petit peu vite, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire pierre.lessemblay@commercialmontréal.ca. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions sur le budget et les taxes 2021. Donc, on arriverait donc au point suivant, soit 30.01. Madame Barsalou? Oui, excusez-moi. Donc, au point 30.01, adopter et transmettre au comité exécutif de la Ville de Montréal le programme triennal d'immobilisation 2021-2023 ainsi que le programme décennal d'immobilisation 2021-2030 de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Et 30.02? Est-ce que vous dites les proposeurs appuyeurs? Ah, il doit y avoir un proposeur appuyeur. Je propose appuyé par Mme Miron. Oui. 30.02. Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif le budget de fonctionnement 2021 de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Je propose, et c'est appuyé par Mme Miron. On peut donc passer à 70.01, soit la période de questions des membres du Conseil. Y a-t-il des questions? Non. On peut donc lever cette séance du extraordinaire pour revenir à notre séance normale. Est-ce qu'on a besoin d'un appuyeur pour ça, Mme Barsalou, pour lever la séance? Non. Donc, cela termine notre séance extraordinaire et on revient donc à notre séance ordinaire du Conseil d'arrondissement. Je propose, appuyé par Mme Miron, de reprendre la séance ordinaire et 10.02. Adopter l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement. Je propose, appuyé par Mme Miron, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Et 10.03, déclaration des élus. Je passe la parole à la conseillère de Tétroville. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Écoutez, hier, c'était la journée de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Donc, c'est un devoir de mémoire pour toutes ces victimes-là, mais aussi un moment présentement, on dirait, pour s'insurger contre le racisme et les discriminations qui persistent au sein de nos institutions et notre société. Alors, des inégalités qui ont malheureusement été mises en lumière avec, une fois plus, par le triste décès la semaine dernière de Mme Joyce Echaquan, cette femme atikamekw, mère de 7 enfants, qui est décédée dans des circonstances tragiques. On ne peut pas non plus passer sous silence la violence faite aux femmes, entre autres une tragédie qui s'est passée chez nous là, samedi dernier. Donc, les deux sœurs Diane et Sylvie Leblanc qui ont été assassinées dans le petit quartier Guibourg, ici dans l'arrondissement. Donc, je vous invite avec moi ce soir d'observer une minute de silence à la mémoire de ces victimes et de leurs proches. Merci. Je vous remercie pour ce moment de recueillement. Et peut-être juste dans un autre ordre d'idées, je voulais simplement mentionner que nous allons ce soir parler d'un projet, d'un contrat en fait de 20 000 qu'on va accorder à une firme pour la réalisation d'un audit écologique
au parc Thomas Chappet. Alors, je pense que c'est une excellente nouvelle pour ce magnifique boisé où il faut aller se promener ces temps-ci. Les couleurs des feuilles sont magnifiques. Alors, ça l'aide à la réflexion et à l'introspection. Et en ces temps de confinement, ben, c'est un bel endroit pour aller se recueillir. Merci beaucoup. Bonne soirée. En effet, merci beaucoup, Madame Miron, pour ce moment. Madame Boisvert-Roy, avez-vous une déclaration? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, en fait, deux sujets ce soir. Le premier, les sentinelles dans Mercier-Ouest qui sont là pour veiller sur notre communauté. Alors, depuis avril dernier, dans le cadre de la crise de la pandémie, alors, un projet a trouvé naissance, une troupe de bénévoles qu'on appelle les Sentinelles de Mercier-Ouest qui sillonnent le quartier afin de prendre des nouvelles des gens, de distribuer des informations sur les ressources en place par les organismes du milieu et également faire de la prévention, de la promotion, de la sensibilisation concernant les mesures qui sont annoncées par la santé publique. Alors, c'est un projet qui est très important parce que ça vise, entre autres et particulièrement, à rejoindre les personnes qui sont isolées, les personnes qu'on ne va pas nécessairement côtoyer dans les différentes ressources du quartier. Alors, les sentinelles sont là pour elles et elles s'assurent aussi là, de rencontrer et de toucher le plus grand nombre de personnes possible pour qu'elles puissent avoir accès aux différentes informations de santé publique et ce, d'une manière simple, sans jugement, et en ayant une intervention qui est adaptée à la culture, à l'âge, au sexe, au niveau de littératie ou encore à la compréhension de la langue française des personnes qui sont rencontrées. Alors, pour mieux organiser leur travail, les sentinelles ont créé différents secteurs dans le quartier. Ça leur a permis jusqu'à maintenant d'avoir une présence active sur le terrain. Et équipés d'affichettes avec les ressources du quartier, les sentinelles les accrochent au mur, aux poteaux, au gré de leur sortie, lorsqu'ils rencontrent des citoyens dans la cour, dans une cour, dans des ruelles ou encore dans la rue. Les bénévoles vont leur demander comment ils vont prendre des nouvelles, prendre le temps d'écouter les citoyens et aussi d'adopter de manière générale un discours bienveillant et rassurant avec des messages vulgarisés de la santé publique. Alors, les bénévoles sur le terrain représentent non seulement notre table de quartier Mercier-Ouest Quartier en Santé, MOQS, mais également l'ensemble de ses partenaires, donc une trentaine de membres, soit les organismes, les institutions et les citoyens. Alors, c'est un projet qui, bien sûr, se poursuit avec la pandémie qui perdure, malheureusement. Et vous avez pu remarquer que le projet a suscité l'intérêt et la curiosité des médias. Donc, ils ont bénéficié de deux occasions, entre autres, à l'émission radiophonique des hôtels le dimanche, où notre table de quartier et un bénévole ont été interviewés. Également, à l'émission éphémère qu'on peut voir dans le cadre de la pandémie qui est diffusée sur la chaîne TVA. Donc, ça va bien aller. Alors, ça a été deux occasions pour nos sentinelles de parler de ce qu'ils font et ce qu'elles font de très important sur le terrain. Alors, bravo aux sentinelles, bravo à Mme Lucia Arana. Et évidemment, il y a toujours une recherche constante de bénévoles. Alors, on les invite à appeler à MOQS au 514-251-0307. Et dans un deuxième temps, Monsieur le maire, quelques commentaires sur le dossier 4010, qui est ce soir à la grande joie, entre autres, des membres du comité de surveillance Louis Riel. Alors, pour les citoyens de Montréal, il est important de savoir que le schéma d'aménagement et de développement de Montréal vise à protéger une superficie terrestre d'espace naturel qui équivalent à 10 de son territoire, qui équivaut à 10 de son territoire. Jusqu'à ce jour, malheureusement, ce pourcentage n'a pas encore été atteint, selon ce que nous dit le rapport du vérificateur général. Alors, en octobre 2019, le pourcentage du territoire protégé se chiffrait seulement à 6,1 %. Alors, même si la Ville s'est dotée d'une stratégie de protection des milieux naturels, la constatation qu'on ferait présentement, c'est qu'il y a des améliorations qui doivent être apportées concernant principalement la clarification du statut des parcs locaux. Alors, dans cette foulée, ce soir, nous avons le dossier 4010
afin de répondre justement aux recommandations émises par le Bureau du vérificateur général. Alors, notre dose MHM propose un amendement réglementaire qui va venir confirmer le statut de conservation à la fois des parcs Thomas Chappet, dont nous a brièvement parlé notre collègue Mme Miron, mais également chez nous, dans Louis Riel, le parc du Boisé, Jean Milot. Alors, ces deux endroits qui avaient été identifiés en 2018 comme des milieux naturels à protéger, sans pour autant qu'ils soient inscrits dans l'inventaire corporatif visant le 10 de l'agglomération. Alors, à votre souhait, Monsieur le maire. Alors, on vient justement le faire ce soir, donc un changement d'usage qui va avoir lieu dans le projet de règlement et on passe d'un secteur à prédominance résidentielle à un secteur dédié à la conservation. Donc, c'est une forme de protection, une forme de reconnaissance qu'on va octroyer à ces deux endroits magnifiques dans l'arrondissement. Alors, bien sûr, ça va amener avec ça, évidemment, des nouveaux critères d'évaluation et, entre autres, les interventions dans les deux endroits en question devront notamment passer là, au comité consultatif d'urbanisme. Alors, ça me fera plaisir peut-être de voir d'ici la fin du mandat des interventions qui viendront nous voir, Mme Miron et moi-même. Et soit dit en passant, le comité consultatif d'urbanisme avait vu le projet de règlement le 14 juillet dernier, lors de nos travaux, et il avait donné un appui favorable. Alors, donc, c'est une bonne nouvelle ce soir. Et puis, évidemment, il y a tous les bénévoles du parc Thomas Chappet et ceux du Boisé Jean Milot qui sont bien contents de la nouvelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la conseillère de Louis Riel. Maintenant, la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Merci, Monsieur le maire. Très brièvement, je vais vous parler du point 3003 qu'on adopte aujourd'hui. En fait, vous le savez, là, pour répondre aux impératifs du réchauffement climatique, on doit repenser nos villes. La ville travaille très fort sur le plan climat. On a annoncé il y a quelque temps le plan de gestion des matières résiduelles. Donc, on essaie vraiment de tourner l'ensemble des actions de la ville vers la transition écologique, vers des actions en faveur de la réduction des gaz à effet de serre et de l'adaptation au changement climatique. Et dans ce cadre-là, on doit donc revoir notre façon de concevoir la ville. Et on doit aussi, même si on est une île et que notre territoire est circonscrit, je pense qu'on a un rôle à jouer aussi sur l'étalement urbain, en justement utilisant des terrains qui sont peut-être moins développés pour les densifier. Parfois, s'assurer qu'on offre des milieux de vie qui soient mixtes, où on offre donc du transport, du loisir, de l'habitation, et pas juste des 1,5, mais des habitations aussi pour des familles. Et où dans ce secteur-là aussi, on a une offre de transport qui est variée, où on est axé vers la mobilité durable, le transport collectif, la marche, le vélo et la voiture comme dernier lieu et idéalement une voiture partagée. C'est dans cet esprit-là qu'on doit repenser la ville si on veut répondre à l'urgence climatique. Et justement, il y a un secteur dans notre arrondissement qui va être appelé à se transformer au cours des prochaines années, notamment par l'arrivée de la ligne bleue, un nouveau transport important dans l'axe Notre-Dame. C'est le secteur du métro Radisson et de la place Versailles. Donc, l'arrondissement souhaite développer, avec évidemment des partenaires internes et externes à la ville, un PPU, donc un programme de planification urbaine autour du secteur, donc métro Radisson, place Versailles et rue Sherbrooke-Est. Et pour le faire, en fait, on dépose une demande de subvention au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation via un programme d'aide financière qui est un programme pour la planification de milieux de vie durables. C'est un programme que le gouvernement a mis sur pied. Il y a 15 millions de dollars pour nous accompagner dans des projets comme ceux-là. Donc, vraiment un accompagnement pour planifier des milieux de vie qui sont plus compacts, où on a la proximité des logements, des services, des loisirs, comme je le mentionnais. Donc, c'est un projet qu'on va développer dans un grand enthousiasme. Je tiens quand même à mentionner qu'une fois qu'on dépose ce projet-là, le PPU ne s'écrit pas tout seul, comme je le mentionnais d'emblée. On va travailler. C'est toujours des démarches qu'on fait avec plusieurs partenaires. Il y a toujours des moments où les citoyens sont appelés à participer à une démarche de PPU. Donc, vous allez certainement en entendre parler dans les prochaines années. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Madame la conseillère. De mon côté, en termes de déclaration d'élus, très rapidement, puisque j'ai déjà beaucoup parlé pour les taxes, je me réjouis au point 40.08 de l'adoption des changements réglementaires pour contrer les rénovictions avec notre règlement qui vise à interdire la division et la subdivision de logements, ainsi qu'à interdire le remplacement des maisons de chambre par un autre usage. C'est une manière d'agir pour protéger notre parc locatif qui est en pleine gentrification. Il y a une crise du logement actuellement. Il y a plusieurs personnes qui ont de la misère à se loger. On a même un enjeu d'itinérance. Bref, quand on combine ça avec les mesures que nous avons prises entre autres, avec Airbnb, avec le règlement sur la métropole mixte qui va forcer les grands projets, tous les promoteurs à investir dans le logement social, on en fait le plus possible dans notre arrondissement et à la Ville de Montréal pour protéger le parc locatif et à s'assurer d'avoir un parc immobilier abordable et accessible pour tous les portefeuilles et pour garder nos quartiers avec une belle mixité. Donc, très fier d'aborder cette question-là. Et deuxièmement, on l'a vu aujourd'hui, on est en plein dans la deuxième vague de la pandémie. Je rappelle l'importance à tous les citoyens de respecter les consignes. Nous devons être solidaires. La situation est extrêmement frustrante. Il va y avoir parfois des incohérences, oui, mais on doit battre le virus et surtout, on doit s'assurer que on aplatisse la courbe le plus rapidement possible pour cette deuxième vague, pour qu'on puisse revoir nos proches et les gens les plus vulnérables. On s'ennuie d'eux, on a hâte de les revoir, donc prenons soin de nous. Sur ce, je laisse maintenant la parole au conseiller d'Hochelaga. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Désolé. Merci, Monsieur Lessemblay, maire de l'arrondissement. Merci, Hochelaga-Maisonneuve. 2 points rapidement à l'ordre du jour. Le 30.04, je suis fier de vous en parler. Le 30.04, c'est à propos de réaménagement des trottoirs sur la rue Saint-Germain entre Ontario et Adam. Un magnifique projet où on intègre des bosses de ralentissement, des saillies végétales verdies. C'est une transformation de la ville, justement. On fait plus de place à la végétation. Ça permet de régler une partie de l'équation quant à l'écoulement des eaux et ça permet d'avoir un milieu urbain vraiment plus intéressant. Donc, beau projet de verdissement sur Saint-Germain. 40.14, 2 projets pour des passages piétons. Un sur la rue Les Tourneux entre Ontario et de Rouen, devant le parc Fernand-Gignac. On avait annoncé dans nos mesures d'apaisement de circulation de la rue Les Tourneux qu'il y aurait cette traverse surélevée qui aurait un effet de rétrécir la chaussée pour les véhicules, rapetisser le passage piéton et apaiser la circulation, qu'il y a un ralentissement du trafic. On est très fiers. Et il y aura un autre passage piéton aussi sur Sainte-Catherine à l'intersection de Leclerc. Donc, encore là, plus de place aux piétons, plus de sécurité aux piétons. On est très fiers d'aller de l'avant avec ça. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, cela termine notre point 10.03 sur la déclaration des élus. On peut donc passer au point 10.04 et point 10.05 sur la période de questions des citoyens sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour et les questions d'ordre général. Donc, ça va être encore une fois M. Serge Villandré, le directeur d'arrondissement, qui va lire les questions. Je tiens à rappeler aux citoyens que nous n'allons pas lire plus de 3 questions qui touchent le même sujet. Deuxièmement, lorsqu'il y a plusieurs questions là, qui ont été écrites dans le formulaire, nous allons nous limiter à la lecture de 2 questions parce que selon notre règlement, les citoyens là, ont accès à 2 questions par prise de parole. Donc, Monsieur Villandré, nous pouvons commencer la lecture des périodes de questions. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Une première question de Madame Lorraine Paulin. À plusieurs reprises, j'ai signalé à la Ville qu'il y avait une accumulation d'eau sur la rue Taillon, entre la rue Pierre de Coubertin et Hochelaga. Je dois faire un détour pour rentrer chez moi quand il pleut beaucoup ou quand il y a beaucoup d'eau. Que le territoire doit être refait, cela fait 10 ans que je reste à cet endroit. On me dit que ça a été entendu, mais rien ne se fait. Pourquoi?
Monsieur le maire, je vais prendre la réponse si vous voulez. Je vais pouvoir répondre à Mme Paulin. Écoutez, Mme Paulin, certainement qu'il y a un enjeu avec le trottoir, là, de ce que je comprends. Je vous invite à nous écrire, à m'écrire à mon adresse courriel. Je vais vous la laisser en nombre, mais il faudrait nous donner aussi le numéro de référence du 311 pour, évidemment, pouvoir relancer la demande, la requête que vous avez faite. Donc, mon adresse courriel, c'est le suzy, suzie.miron, M-I-R-O-N, à montréal.ca. Alors, j'attends votre courriel. Merci. Prochaine question. Donc, une question de M. William Lamontagne. Bonjour à tous. Je suis résident de l'arrondissement depuis maintenant 4 ans et dès que j'ai aménagé, j'ai pu remarquer le piètre état des trottoirs de chaque côté de la rue de Ville-Marie, entre Sainte-Catherine et La Fontaine. 4 ans plus tard, les trottoirs sont toujours dans un état lamentable. Ma question, il y a un projet de réaménagement des dits trottoirs dans un futur rapproché? Oui, j'y vais, désolée, ma souris ne voulait pas appuyer sur le bouton. Merci pour la question. Bonsoir, Monsieur Lamontagne. Malheureusement, il n'est pas question de refaire les trottoirs à court terme sur votre rue. Il faut savoir que quand on refait des trottoirs au complet, c'est généralement quand on fait des travaux d'infrastructure souterraine où là, on ouvre vraiment la rue ou quand on fait des travaux de géométrie. Donc, si on doit revoir la structure de la chaussée, etc. Donc, ça, c'est pour la première partie de la réponse. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe sur votre rue, justement. On a été approché il y a déjà un certain temps par certains de vos voisins, de vos voisines, qui souhaitent faire un projet de déminéralisation sur la rue. Donc, on est en contact avec certaines d'entre elles et vous allez probablement en entendre parler parce qu'ils vont probablement venir cogner chez vous éventuellement, mais on a donc ce projet de venir travailler avec les citoyens de la rue Ville-Marie pour enlever de l'asphalte sur les banquettes entre les arbres et venir vraiment faire des jardins de rue sur l'ensemble de la rue Ville-Marie, des deux côtés de la rue. On sait que ça ne règle pas la problématique des trottoirs. C'est pour ça qu'on a travaillé avec nos travaux publics parce qu'on connaît bien l'état de vos trottoirs pour leur demander là, si c'était possible tout de même de venir dans le cadre de ces travaux-là de déminéralisation, de plantation, de venir faire des réfections mineures sur les trottoirs pour qu'on puisse répondre aux enjeux de sécurité ou de mobilité là, qu'on peut voir sur les trottoirs à certains endroits où c'est difficile là, carrément de passer avec une poussette, une marchette. On peut même pas imaginer avec une chaise roulante. Donc, on va venir l'année prochaine, là, où on va faire la déminéralisation, la plantation et on va venir faire des travaux de réfection à certains endroits des trottoirs. On les refera pas en entier, mais on va venir réparer là où c'est le plus urgent parce qu'il n'y a pas de travaux souterrains là, qui sont prévus à court, moyen terme sur cette rue-là. Mais c'est somme toute une très bonne nouvelle pour les résidents de la rue Ville-Marie. C'est un projet qu'on avait très hâte de débuter. On aurait aimé faire ça cette année. Malheureusement, ça n'a pas été possible à cause des circonstances que tout le monde connaît bien. Mais l'année prochaine, on devrait voir une belle transformation de cette rue-là, notamment et principalement grâce aux citoyens de la rue et citoyennes de la rue Ville-Marie. Merci beaucoup. Prochaine question, M. Villandré. Donc, une question de Mme Patricia Gariepi-Rusk. Monsieur Le Sablet, ma question concerne la propreté du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Le quartier est engorgé de déchets dans les rues, aires, parcs, trottoirs, etc., en partie dû à la négligence des citoyens, mais aussi dû au fait que les éboueurs laissent derrière eux une partie significative de déchets lors des collectes. De plus, dans le quartier, il n'y a pas suffisamment de poubelles et pratiquement aucun cendrier à l'extérieur des commerces. J'estime que la qualité de vie dans le quartier est affectée, puisqu'il semble que cela crée un cercle vicieux. Plus c'est sale, moins les gens font attention. J'aimerais savoir si vous avez un plan pour adresser la situation, soit en augmentant la sensibilisation, l'affichage, l'augmentation du nombre de poubelles, cendriers et ou fréquence du nettoyage. Merci. Oui, Monsieur le maire, je vais répondre. Écoutez, Madame Gariepi-Rusk, on a eu la chance, j'ai eu la chance de vous répondre à d'autres instances, mais quand même, rappelons-le là. Quand s'il y a des éboueurs ou les préposés qui ramassent les bacs verts ou les bacs bruns,
qui en laisse derrière, il faut vraiment le signaler. Il faut le signaler au 3-1. Lorsqu'il y a des dépôts sauvages aussi dans les rues, il faut signaler soit via l'application Internet ou directement au téléphone au 3-1 pour faire ces signalements-là. Parce que vous avez raison de dire que c'est un cercle vicieux et ça s'accumule. Donc, il faut le régler. Pour le régler, il faut savoir faire des signalements et y répondre. Deuxièmement, sur l'ensemble de la stratégie pour la propreté, bon, ben, oui, les campagnes de sensibilisation ont leur place. On se rappelle du fameux MHM sa torche. Et puis, donc, à chaque année, on en fait. On va continuer à en faire. Et il faut savoir ajuster aussi nos parcours pour les parcours dans lesquels on ramasse les paniers de rue. On cherche toujours à s'améliorer d'année en année. Donc, c'est important que vous nous donniez vos commentaires précis sur ce qui ne fonctionne pas et pour qu'on essaie de le régler. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question. Question de M. Alexandre de Lille. Bonjour. J'aimerais avoir des informations concernant le nouveau sens unique adopté sur la rue de Marseille. J'aimerais savoir à quel endroit je peux trouver les informations suivantes. Problématique à l'origine de cette décision. Étude des options étudiées afin de corriger la situation. Étude sur l'augmentation du niveau de pollution causée par ce changement. Coût total engendré par ce changement. En tant qu'élu, je suis certain que tous ces documents furent produits et consultés avant de prendre une décision logique et rationnelle basée sur des faits. Salutations. Oui, bonjour, Monsieur Delisle. Merci beaucoup pour votre question. On est conscient que le projet sur la rue de Marseille fait grincer des dents certains, mais on est convaincu que c'est un projet qui va être très important pour la mobilité active et la tranquillité du quartier de Mercier-Ouest sur ce secteur-là. Donc, en termes d'historique, c'est depuis 2008 au plan de transport de la Ville de Montréal, là, alors que Gérald Tremblay était maire, que depuis 2008 que la rue de Marseille est identifiée pour être un axe de transport actif, soit de s'assurer que les vélos puissent s'y déplacer de façon sécuritaire. Grosso modo, pourquoi la rue de Marseille? Eh bien, la rue Sherbrooke et la rue Hochelaga sont disqualifiées d'avance à cause du nombre important de voitures qu'on y trouve. La rue Oui, donc, de retour. Hein, ça ne crée pas pantoute de malaise pendant ce conseil-là, désolé. Oui, donc, pourquoi la rue de Marseille? Parce que Pierre de Coubertin ne connecte pas non plus. Et lorsqu'on a rencontré le vice-président du CN, il nous a clairement laissé savoir qu'on n'était pas sur le point de pouvoir traverser la traque du chemin de fer. Bon. Excusez-moi, j'ai un peu de problème avec mon téléphone. Et ensuite, excusez-moi, ça m'a un petit peu ça m'a un peu déstabilisé tout ça. Donc, j'espère qu'on m'entend bien comme ça. Ensuite, donc, la rue de Marseille connecte le quartier Mercier-Ouest et Hochelaga-Maisonneuve, ce qui est extrêmement utilisé, extrêmement apprécié. Marseille est déjà donc le meilleur axe cyclable utilisé par les cyclistes déjà, mais on souhaite la sécuriser. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs camions qui s'y déplacent et les installations qui viennent d'être faites là, avec des bollards créent une belle sécurité avec les camions qui doivent parfois se déplacer sur de Marseille. En plus de ça,
le sens unique sur de Marseille impose le respect du plan de camionnage qui prévoit depuis 1999 que les camions ne peuvent pas emprunter Vio. Ils doivent utiliser Dixon et cette axe, ce nouveau sens unique-là va enfin, 21 ans plus tard, imposer le respect du plan de camionnage. Donc, tout ça, c'est de plusieurs raisons qui ont fait pourquoi que nous sommes allés de l'avant dans le secteur. Et je crois que vous aviez comme plusieurs questions quand même, là. Donc, vous pouvez m'écrire si vous voulez continuer à avoir davantage de documents de réflexion. Mais bref, si vous voulez aller voir le plan de transport 2008 de la Ville de Montréal, on y voit à la page 29, la rue de Marseille. Donc, voilà. Monsieur Landry, prochaine question, s'il vous plaît. Oui, une question de Mme Déby Skabilis. Suite à votre avis aux résidents, le 26 septembre 2020, nous contestons votre décision d'implanter des voies réservées pour les autobus, taxis et vélos sur le boulevard Langelier, entre la rue Bélanger et la rue Beaubien. La grande majorité des résidents sont des personnes âgées qui résident dans les maisons et des logements et qui ont besoin de leur véhicule automobile pour les déplacements, ainsi que le transport adapté et livraison de médicaments, etc. En cette période de COVID, alors que le gouvernement nous incite à rester à la maison, pourquoi nous obliger à se promener d'un côté de la rue à l'autre pour déplacer nos voitures? Je crois que vous devez respecter les aînés et les jeunes familles, et non seulement les jeunes qui sont capables de pédaler leur bicyclette. Où stationner nos autos à 6h30 du matin et encore à 15h30? Pétition à suivre. Bonjour, Madame Skabilis. Content qu'on puisse en parler au conseil d'arrondissement ce soir. C'est un projet où on a voulu minimiser les impacts sur le stationnement. Il y a des interdictions de stationnement le matin d'un côté et le soir de l'autre, là où c'est le plus efficace. Là, on a besoin justement de récupérer la voie pour offrir plus de performance et de fiabilité aux autobus. C'est un axe d'autobus important parce que ça amène beaucoup de Montréalais, de Montréalaises, de familles, de jeunes et de personnes aînées au métro Langelier. On veut justement améliorer la fiabilité justement des autobus et la performance des autobus dans cet axe-là. On le sait, hein, c'est un objectif commun qu'on s'est donné, de donner plus de place au transport collectif, parce qu'on le sait tous, avec la congestion de nos rues, qu'on ne peut pas continuellement augmenter le nombre d'autos sur nos rues. Donc, pour ça, il faut rendre les options de transport collectif et les options de transport actif, que ce soit des options attrayantes et que les gens aient un bon service. Et c'est ce qu'on veut faire avec l'autobus à Montréal, avec l'achat de nos 300 autobus-là, avec cette voie réservée. Donc, c'est une approche mesurée. Quant à l'enjeu du stationnement dans le secteur, écoutez, on pourrait toujours regarder s'il y a une possibilité de le gérer autrement, la gestion du stationnement sur rue. Mais bien entendu, vous comprenez que pour faire de la place à l'autobus, on a mis ces interdictions de stationnement-là pour les voies réservées dans la période où ça compte. Alors, vous comprenez que bien entendu, on ne remet pas en question votre désir d'utiliser l'auto si vous le voulez pour vous déplacer, mais on doit partager la rue, on doit offrir des options de mobilité durable et l'axe Langelier en fait partie. Donc, on en a déjà discuté à un autre forum aujourd'hui, je serais heureux d'en discuter avec vous. Merci. Monsieur Villandré? Oui, une question de M. David Gentilé. La ruelle entre les rues Desjardins et de la Salle, au sud de Sainte-Catherine, est dans un état déplorable. Les immondices abondent, le sol est boueux et aucun pavage ou autre forme d'aménagement n'existe. Est-ce que l'arrondissement a l'intention d'aménager les lieux? Monsieur Gentillet, on a déjà pris rendez-vous pour en parler, donc on pourra faire ensemble le tour de la situation. Merci. Prochaine question. Une question de M. Nicolas Saint-Hilaire. Considérant le nombre de portes sur la rue de Grosbois entre l'intersection de la rue Contrecoeur et du Chesneau et l'enjeu de stationnement déjà existant, pourquoi avoir pris la décision d'y installer 2 supports à vélo, 100% inutilisés depuis leur installation, ainsi que d'y ajouter la station de vélo Bixi, qui aurait pu être installée à un endroit central du faubourg Contrecoeur, tel le parc Carlos d'Alcantara,
ce qui gêne d'autres places de stationnement. Si vous voulez, M. le maire, je peux prendre la question. Alors, merci, M. Saint-Hilaire, pour votre question. Écoutez, cette année, justement, on avait beaucoup de gens qui nous demandaient d'installer des supports à vélo un peu partout dans l'arrondissement, notamment dans le secteur du Faubourg Contrecœur, parce qu'il y a beaucoup quand même de coopératives et des appartements, des bâtiments de condos qui les gens devaient mettre leur vélo soit sur le mobilier urbain ou sur des poteaux d'arrêt, de stop, par exemple, ou d'autobus. Donc, c'est pour ça qu'on a installé des supports à vélo. Ceux-ci seront enlevés avant l'hiver, donc pour le déneigement, ce qui nous permettra peut-être de regarder vos suggestions, de voir si on pourrait pas les mettre à des endroits un peu plus fréquentés, comme le parc Carlos Alcantara. Même chose pour la station Bixi. On va faire la recommandation auprès de Bixi. Mais vous comprendrez que c'est pas quand même nous qui le faisons personnellement d'aller installer ces stations-là. Donc, merci de vos recommandations et je vais pouvoir les partager avec les personnes concernées. Merci. Prochaine question. Question de Mme Sylvie Decelle. La semaine dernière, la mairesse de Montréal, Mme Plante, a annoncé un gel des taxes foncières pour l'année 2021 en mentionnant qu'elle souhaite que les arrondissements suivent le pas. Quelle est la position de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve? Est-elle prise? Si oui, quelle est la réponse? Sinon, quand ce sujet sera-t-il abordé? Oui, merci beaucoup, Madame Decelle, pour votre question. Notre positionnement est clair. Nous appuyons l'orientation de la mairesse qui est de maintenir les services de la ville le plus possible, tout en faisant un gel de taxes pour les citoyens. Comme j'ai expliqué un peu plus tôt là, dans ma présentation sur les budgets de fonctionnement d'immobilisation et la taxation, on est très fiers d'annoncer que dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, non seulement il n'y aura pas une réduction de services, mais le citoyen moyen de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve va avoir soit un gel de taxes, soit une baisse de taxes selon la valeur foncière de son ménage. Donc, c'est une excellente nouvelle. On a fait beaucoup d'efforts administratifs pour atteindre cet objectif-là et on en est très fiers. Merci beaucoup. Une question maintenant de M. Louis Bourque. Pour répondre à la crise du logement qui résulte de la progression des revenus de rente devant les revenus de travail ou de solidarité, votre administration s'est pourvue du droit de préemption dans des secteurs où le besoin de logement hors marché est évident. J'aimerais, s'il vous plaît, pouvoir suivre la progression de l'usage de ce pouvoir qui permet une réponse rapide à la crise. Question de situation. Ainsi, d'abord, pourrais-je demander au Conseil quels sont les secteurs ou immeubles visés pour l'exercice du droit et à combien s'élèvent les provisions d'acquisition? Question particulière, l'immeuble du 1800, rue Nicolet, est vacant depuis plusieurs années. En juillet dernier, j'ai vu des ouvriers y faire des transformations et dire qu'il devait être affecté à des mini-entrepôts. Auriez-vous l'intention de l'acquérir à des fins de logements sociaux dans ce cas? Pourriez-vous décrire votre démarche? Merci. Monsieur le maire, votre micro ne fonctionne toujours pas, je pense. Merci, Madame la conseillère. Donc, merci, Monsieur Bourque, pour votre question. Oui, il y a des zones dans l'arrondissement qui sont visées par le droit d'acquisition. Mais il faut bien savoir que le droit d'acquisition, grosso modo, c'est une option que la ville se donne lorsqu'il y a une transaction immobilière et la ville se donne le droit, donc, à l'intérieur d'un mois là, ou de quelques jours, de vouloir faire une espèce d'achat spontané sur la transaction. Il faut être bien conscient de la situation financière de la ville. Là. Le droit de préemption, dans le fond, n'est pas une solution magique
et n'est qu'un outil parmi les nombreux outils qui se développent pour protéger notre parc locatif et assurer qu'on ait du logement abordable et du logement social dans nos quartiers. Donc, donc vous avez des questions assez spécifiques là, sur à combien s'élèvent les provisions d'acquisition pour ce qui est du droit de préemption, mais c'est des acquisitions qui viennent de la ville de Montréal, donc c'est des budgets qui ne relèvent pas de l'arrondissement. Mais bien sûr, on essaie d'être le plus proactif pour parfois soit acquérir des bâtiments ou des terrains ou autrement négocier de façon très serrée avec des promoteurs pour s'assurer qu'ils intègrent dans leur nouveau projet du logement social et du logement abordable. Vous parlez rapidement là, de l'immeuble du 1800 rue Nicolet. Je ne suis pas personnellement au courant des travaux ou des projets sur place. Oui, on a déjà envisagé la possibilité de différentes bâtiments dans Hochelaga Maisonneuve pour y faire du logement social, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a des opportunités d'acquisition que nécessairement les prix proposés sont toujours intéressants. Donc, on suit le marché, on regarde si c'est possible de faire parfois des acquisitions, mais pour ce qui est du 1800 Nicolet, j'en ai aucune idée. Si vous voulez davantage d'informations sur qu'est-ce qui se passe pour le 1800 Nicolet, n'hésitez pas à m'écrire, on va continuer de faire le suivi. Merci beaucoup. Question maintenant de Mme Liliane Dupont. Acquis de droit. À cause des rénovations, fausses reprises de logements, du prix des logements et de la COVID-19, les camps des mal logés sur Notre-Dame et ailleurs, le droit d'avoir un toit n'est pas acquis à tous. Afin d'éviter les engeleux, voire même des morts, comptez-vous ouvrir des haltes chaleur, par exemple des tentes prospecteurs, roulottes ou unités mobiles tout près des camps? Cela afin de pouvoir des ressources adaptées aux besoins et à la sécurité des sans-logis dans les camps. En effet, plusieurs personnes sans domicile ne se considèrent pas en sécurité lorsque rassemblées à l'intérieur d'établissements à cause de la transmission de la COVID. Rappelons que les consignes de santé publique indiquent de ne pas se rassembler ou de le faire à l'extérieur lorsqu'inévitable. Merci beaucoup, Mme Dupont. Votre question est très pertinente. Je tiens à rappeler là, d'entrée de jeu que la question de l'itinérance, officiellement, légalement, n'est pas une compétence municipale. C'est une compétence de Québec. Santé et services sociaux est supposée de s'occuper des enjeux d'itinérance. Mais on voyait bien au début de la crise là, que Québec avait de la broue dans le pupette et que l'itinérance n'était pas leur priorité. Donc, nous, on a pris un leadership très fort à ce niveau-là. Et jusqu'en date là, du mois dernier, on avait dépensé à la Ville de Montréal 26 millions en termes de soutien pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, on s'entend, il y a encore des besoins et présentement, on travaille sur l'ouverture de haltes chaleur qu'on va vouloir ouvrir en novembre, le plus rapidement possible en fait. Et il va en avoir à différents endroits à travers la ville. On y travaille présentement et c'est vers ces haltes chaleurs-là que vont être redirigés les campeurs de la rue Notre-Dame et toute autre personne là, qui fait des campements. On va les encourager à aller utiliser les haltes chaleur où est-ce qu'ils pourront aussi avoir différents services. Donc, c'est la priorité, c'est ce qui est priorisé présentement avec la Ville de Montréal de concert avec le gouvernement québécois. Donc, oui, la Ville, on est très proactif, on est sur le terrain, mais c'est une responsabilité provinciale avant tout et on s'attend que Québec soit au rendez-vous sur la question de l'itinérance. Monsieur Villandré? Question de Mme Sandra Cordero-Reboliedo. Le terrain Lantique est une réserve foncière de l'arrondissement. Pour répondre aux besoins urgents de logement des gens du quartier, compte tenu de la rareté des terrains abordables et des limites de l'inclusion, allez-vous y construire 100% de logements sociaux et quand? Merci beaucoup pour votre question. Écoutez, c'est le terrain Lantique
je ne sais pas quelle information que vous avez, là. Le terrain Lantique est une propriété de l'Antique, là, sur Sainte-Catherine, coin Jeanne d'Arc. Donc, c'est pas vrai qu'on peut faire n'importe quoi là. Nous ne sommes pas propriétaires. Toutefois, nous souhaitons voir le développement de logements sociaux sur ce lot-là. Plus au sud, sur Jeanne d'Arc, dans ce qu'on appelle le terrain là, de la tonnellerie, il y a un projet de coop avec le groupe dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Ils font de l'ébénisterie, j'ai oublié. Et le projet est en cours, on le soutient. Il est porté par un organisme communautaire, il est soutenu par un groupe de ressources techniques qui est un promoteur social pour faire du logement social. On veut donc pousser ces éléments-là le plus possible et on met tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour développer le logement social dans notre arrondissement, on le fait. Donc voilà, on me souligne à l'oreille que c'est le boulot vert. Il y a plusieurs de mes employés qui me disent franchement, Pierre. Donc voilà, j'avais oublié. C'était le boulot vert. Merci pour votre question, Madame Reboledo, et merci de vous mobiliser pour la question du logement social. Donc, une question maintenant de M. Marc-André Rainville. Considérant que la saison froide arrive rapidement, est-ce que le CIM, le Service de sécurité incendie de Montréal, prévoit faire une tournée bientôt du camping Notre-Dame afin de vérifier les installations de chauffage d'appoint, et ce, dans le but de prodiguer des conseils de sécurité pour ainsi diminuer les risques d'incendie? Merci beaucoup, M. Rainville. On parle au moins une fois par semaine au Service sécurité incendie de Montréal et ils inspectent le campement au moins une fois par semaine. Il y a une caserne là, à un jet de pierre du campement. Donc, il y a des liens, il y a des rencontres. Moi, ce que le service d'incendie nous dit, c'est que en termes de sécurité incendie, le CIM est très satisfait de la situation actuellement. Et si vous avez des enjeux, que vous voyez des éléments qui pourraient être un enjeu de sécurité sur le site et que ça vous inquiète, contactez-nous. On va faire le suivi pour s'assurer que la sécurité sur le site soit optimale. Merci. Une question maintenant de Mme Myriam Chamzi. Les travaux effectués devant notre maison ne correspondent pas au plan décrit par les employés de la ville au préalable, soit la création d'un buton à l'entrée de notre garage afin de nous prémunir contre les inondations. Après les inondations précédentes, nous ne comprenons pas comment une élévation de moins d'1 pouce de notre trottoir peut nous protéger lorsque les 2 puisards ne drainent pas adéquatement. Notre voisin, M. Rochat et moi, avions été informés par les employés qu'il y aurait la création d'1 ou 2 nouveaux puisards sur Rosemont. Qu'advient-il de ces travaux? Seront-ils effectués cet automne? Oui, donc c'est très technique comme question. Je vais passer la question à Mme Saint-Laurent, directrice des travaux publics. Alors, bonsoir. Comme vous le savez certainement, un comité multidisciplinaire travaille présentement à analyser différentes options pour, corriger les problématiques d'inondation dans votre secteur. Une de ces options-là est effectivement l'installation de butons devant les entrées ou sinon la modification des cours d'eau en bordure de trottoir afin de permettre de maintenir plutôt l'eau sur la chaussée. Différentes options sont également présentement en analyse pour le drainage. Nous avons également procédé au nettoyage, à l'ajout et à la modification de certains puisards. Votre question concernait également 2 puisards sur Rosemont, dont je n'ai pas les détails présentement. Je vais m'assurer cependant que quelqu'un de mon équipe puisse vous rappeler pour vous donner des informations précises sur ces 2 infrastructures dont vous me parlez. Donc, il y aura un suivi avec vous, Mme Chamsi. Merci pour votre question. Prochaine question, M. Villandré. Question de Mme Rebecca Monica. Très beau projet d'élargissement des trottoirs dans le quartier. Coin de Rouen et Desjardins, il y a des panneaux d'arrêt seulement pour les autos, vélos
qui roulent sur Desjardins. Mais je vois souvent des gens qui ont de la misère à traverser la rue de Rouen. Est-ce qu'il serait possible de mettre des panneaux d'arrêt pour le trafic sur de Rouen, c'est-à-dire le trafic est-ouest? C'est à un bloc de P9, alors peut-être pas, mais peut-être. En effet, peut-être que oui, peut-être que non. On va répondre à cette question au comité mobilité. On va voir ce qui peut être fait. Merci de votre suggestion. Merci pour les bons commentaires. En effet, quand c'est nouveau, des fois, il y a des petits ajustements. On va voir ce que ça peut faire. Donc, merci pour la suggestion, Madame Monica. On va passer ça au comité mobilité dans les prochains mois, j'imagine. Fort probablement d'ici la fin de l'année et on vous reviendra avec avec la réponse du comité. Merci beaucoup. Donc, on enchaîne avec une question de M. Gaétan Mailloux. Monsieur Lessarblay, récemment, des arpenteurs mandatés par la Ville-Centre ont pris des mesures sur la rue Cadillac et fait des marques partout sur les bordures de trottoirs. Lorsque nous avons demandé à ceux-ci quel était le but de ces travaux, ils nous ont répondu que c'est en préparation de travaux qui prévoient ouvrir complètement la rue et refaire les égouts et l'asphalte. Pouvez-vous nous confirmer le tout ainsi que la date prévue? Merci. Merci, M. Mailloux, pour votre question. À ma connaissance, il n'y a pas de travaux prévus sur la rue Cadillac. Il est possible qu'il y ait du mesurage dans une optique de 5 à 10 ans, y faire des travaux. C'est possible. En fait, j'en ai aucune espèce d'idée. On va quand même faire la vérification, là, mais à ce qu'on sait, à ma connaissance personnelle, il n'y a pas de travaux majeurs prévus sur Cadillac à court terme. Merci beaucoup. Une question maintenant de M. Jean-Christophe Bureau de l'organisme Infologie. Bonjour. En mars 2020, un locataire de l'avenue Guibourg a envoyé une mise en demeure à son propriétaire, étant donné l'infestation majeure de punaises avec laquelle il vivait depuis des mois. Devant le refus du propriétaire à effectuer l'extermination, ce dernier a demandé l'intervention des inspecteurs de l'arrondissement. Devant l'absence totale de résultats, le locataire s'est retrouvé contraint de quitter son logement 6 mois après le début de l'intervention, s'exposant à une poursuite en non-paiement de loyer. Infologie a fait valoir plusieurs fois des cas où le même scénario se produit. Qu'envisagez-vous de poser comme action pour que cette situation ne se reproduise plus? Merci beaucoup, M. Bureau, pour votre question. Écoutez, c'est un cas qui est très particulier dans le sens que nos services ont répondu. Il y a eu 2 déplacemts chez le locataire. Il y a eu des refus d'accès de la part du locataire. Puis là, je ne veux pas juger qui que ce soit, qui est une bonne personne, qui n'est pas collaboratif là-dedans, tout ça. Mais c'est devenu un dossier très complexe. Le dossier s'est judiciarisé, il est devant la cour, donc on ne peut pas le commenter publiquement. Mais nous avons notre rencontre du comité habitation ce mercredi, Monsieur Bureau. Donc, ça me fera plaisir là, de revenir rapidement sur si ce type de cas est récurrent. Eh bien, on va analyser sur voir comment est-ce qu'on peut mieux faire les choses avec grand plaisir. Merci pour votre question. Prochaine question, M. Villandré. Question de M. Benjamin Goldman. Quelles sont les prochaines étapes du règlement sur les subdivisions? Quand finit le moratoire pour pouvoir faire le dépôt d'une demande de permis? Merci. Eh bien, c'est rare qu'on peut dire ça en politique municipale, mais le projet se termine aujourd'hui. Donc, nous le votons aujourd'hui. On est très contents et j'imagine que d'ici la fin de la semaine, là, avec les petits délais administratifs, signature du greffe, tout ça, le moratoire va se terminer dans les prochains jours, là, d'ici la fin de la semaine. Merci, M. Goldman. On enchaîne avec une question de Mme Naï Théam sur les reconfigurations de certaines rues. Alors que vous affirmez être à l'écoute des citoyens lors de prise de décision, pouvez-vous expliquer en quoi la reconfiguration de rues comme celle de Marseille respecte l'avis citoyen, conformément à ce qui a été proposé lors de la rencontre du comité de mobilité du mardi 11 août au point 5.
Pouvez-vous m'expliquer votre concept d'écoute citoyenne? Outre le forum citoyen du 30 novembre 2019, auquel on attribue une cinquantaine d'organismes citoyens participants, quelles ont été vos démarches pour joindre les citoyens et les commerçants qui n'étaient peut-être pas au courant du forum, ou encore qui n'étaient pas à l'aise de s'y rendre, ou encore qui n'avaient pas compris que des décisions seraient prises? Votre publication Facebook du 1er septembre a suscité maintes réactions, négatives et positives. Pourtant, vous parlez d'une grande acceptabilité sociale et d'une démarche qui a prôné l'écoute de vos citoyens. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Écoutez, ma conception de l'écoute citoyenne, et c'est de discuter avec les citoyens en amont de où est-ce que l'arrondissement et où est-ce que la ville doit se diriger, et ensuite prendre des décisions, même si parfois elles ne font pas l'unanimité. Donc, on comprend là que la rue comme la rue de Marseille ne fait pas 100% l'unanimité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne décision. Donc, comme je disais tantôt à un autre citoyen, la rue de Marseille est identifiée comme axe cyclable depuis 2008 et à différentes reprises, là, lors des consultations citoyennes sur le transport dans l'arrondissement, l'importance d'un axe cyclable est-ouest dans Mercier-Ouest est revenue constamment sur la table. Donc, à partir de là, le projet répond aux objectifs du plan cadre vélo de la Ville de Montréal. On veut aller là, ça va avoir un impact très positif aussi pour la rue, ça va la rendre plus familiale, plus agréable. On souhaite aussi que cette rue, on souhaite augmenter le nombre de bancs sur la rue. Je ne sais pas si vous avez vu aussi au coin de l'Angelier, il y a eu 2 tronçons où est-ce qu'on a déminéralisé, on a planté des plantes, des arbres. Bref, on veut que ce soit une rue locale agréable, qu'on puisse s'y déplacer à pied. En fait, il faut garder aussi en tête que lors du budget participatif, qui a été quand même assez populaire dans Mercier-Ouest, 2 projets qui ciblaient ce secteur-là ont été ciblés comme prioritaires par les citoyens. Les projets là sont en cours. C'était en gros de la sécurisation de Marseille au coin de Granby parce qu'il y avait des enjeux de sécurité, particulièrement pour les personnes âgées qui vont au CRC Saint-Donat ou au Walmart. Et on a aussi le projet là d'espace de rassemblement dans le parc Saint-Donat. Bref, on est en train de confirmer que la rue de Marcel est le cœur du village de Mercier-Ouest dans ce secteur-là, au sud de Sherbrooke. Et on est très fiers de cette décision-là et on a très hâte de voir là, les impacts sur la vie de quartier à partir de cet hiver, mais surtout au printemps prochain. Merci beaucoup. Question maintenant de Mme Roxane Deniger. Considérant que la pandémie continue d'avoir des impacts sur la crise du logement et sur le revenu des ménages locataires, quelles sont les mesures qui seront prises pour soutenir le droit au logement? Est-ce que vous envisagez un nouveau plan pour développer davantage de logements sociaux dans l'arrondissement de Mercier, Hochelaga-Maisonneuve? Merci beaucoup, Mme Deniger. Écoutez, on utilise présentement l'administration, que ce soit l'administration de la mairesse Plante ou dans l'arrondissement de Mercier, Hochelaga-Maisonneuve, tous les outils légaux et financiers qu'on a à notre disposition pour développer le logement social, on l'utilise. Entre autres, cet hiver, on va aussi aller de l'avant vers le règlement pour une métropole mixte qui va forcer tous les promoteurs immobiliers à contribuer en logement social. Donc, on y va, mais il faut garder en tête que la responsabilité légale de financer le logement social, eh bien, elle est sur les épaules de Ottawa et de Québec. La Ville n'a pas la capacité d'emprunt pour faire du logement social. Et comme on l'a dit à de nombreuses reprises, les coffres de la Ville sont vides pour financer de nouveaux projets. Présentement, il y a des projets à Montréal en logement social qui stagnent, qui sont sur pause parce que Québec et Ottawa n'ont pas débloqué encore les sommes
liés sur l'entente bilatérale pour la stratégie nationale sur le logement. Tellement qu'on avait prévu une sortie avec la mairesse Plante, le maire de Québec, Régis Labaume, et le maire de Gatineau pour faire pression sur les deux autres paliers de gouvernement pour financer davantage le logement social à Montréal et au Québec. Bref, on en fait le plus possible avec les outils qu'on a localement, mais la responsabilité de financer ces projets-là, elle incombe au fédéral et au provincial. Et malheureusement, on ne peut pas aller plus vite qu'eux. Merci beaucoup pour votre question et merci de vous intéresser à cet enjeu-là qui est essentiel pour notre ville. Une question maintenant de Mme Élise Saint-André. Bonjour à tous. Concernant le projet Halte-Belle-Rive qui s'échelonne sur 3 ans et qui n'ont pas fait l'objet d'une consultation publique, ma question est, pour la suite du projet, quand aura lieu la consultation? Il est impératif de décrire à la population en quoi consiste la suite du projet, les coûts associés et la pertinence du projet dans le cadre d'un développement écologique des parcs de notre quartier. Sous question, le budget détaillé n'a pas été reçu tel que promis. Peut-on savoir pourquoi et quand le recevrons-nous? Merci. Merci beaucoup, Mme Saint-André, pour votre question. Pour ce qui est de la consultation, elle était prévue pour cet été. Donc, à cause de la COVID, de l'interdiction des rassemblements, tout ça, elle n'a pas pu avoir lieu, mais on y tient. Et non seulement on y tient, mais elle est incontournable dans le programme de partage de rues et de piétonisation de la ville-centre, en fait. Parce que le projet de la halte Belle-Rive, en fait, c'est un projet que oui, nous avons demandé et désiré dans l'arrondissement, mais qui est financé à 50% par la ville-centre. Je tiens à remercier, entre autres, mon collègue Éric Allan Cardwell qui a pu soutenir notre projet à la ville-centre pour sur ce beau succès. Grosso modo, les informations sont déjà publiques depuis qu'on a voté le contrat d'aménagement et de gestion. Vous pouvez aller voir les décisions de l'ordre du jour du 3 février 2020. Mais juste vous dire vite de même, grosso modo, c'est un projet d'une valeur de 250 000, dont 50% de la facture, la moitié de la facture allait à l'arrondissement, l'autre moitié allait à la ville-centre. Et oui, on va faire une consultation publique sur ce projet-là. Ça risque de pas être cette année, mais considérant que dans le programme de la ville-centre, on a 3 ans d'essais et erreurs, de projets pilotes, on va revenir avec ça assurément parce que l'objectif ultime avec ce projet-là, c'est de reconnecter la promenade Belle-Rive au parc d'arrondissement qui est séparé par la rue. Donc, merci pour votre question, Mme Saint-André. Question maintenant de M. Sylvain Clermont, le sujet Halte Belle-Rive. Un bilan de la halte a-t-il été réalisé concernant son succès, les coûts reliés au vandalisme, par exemple perte et destruction du mobilier urbain, tables, bancs? La cage à poules servant de garde-corps au 2e étage est brisée à plusieurs endroits, mettant la sécurité des enfants, en particulier, en danger. Sera-t-elle remplacée par un meilleur matériau et à quel coût? Les brumisateurs ayant très mal fonctionné tout l'été, donc gaspillage d'eau, quelle est la solution envisagée pour l'an prochain si le projet se poursuit? Quand les citoyens seront-ils consultés pour la continuité du projet puisque celui-ci est temporaire? Bon, ça fait beaucoup de questions. Oui, il va y avoir un bilan. Oui, il va y avoir séance d'information publique, échange avec les citoyens, mais la COVID ne le permet pas. Et c'est un projet qui va être en constante amélioration. En fait, le projet qu'on a eu cet été, c'était pas celui qui a été planifié en 2019. Il a été rapidement modifié à cause de la crise. Donc, on va continuer de parler avec les citoyens dès que ce sera possible et continuer d'améliorer le projet pour voir comment on peut comment on peut réussir en fait la connexion entre le parc de la promenade Belle-Rive et le parc Pierre-Tétrault. Donc, ça va venir la consultation lorsque ce sera possible, aussi simple que ça. Merci beaucoup, M. Clermont, pour votre question. Question maintenant de Mme Julie Dansereau. Pouvez-vous réduire les heures d'interdiction de stationnement sur rue? 3 heures, c'est trop long. Ou essayer de prendre une journée pour faire les 2 côtés de rue ensemble. Ça diminuerait l'inconfort des gens.
Oui, merci beaucoup, Madame Dansereau. En fait, on est favorable au maintien du 3 heures d'interdiction de stationnement à la recommandation de nos travaux publics. En fait, si on réduisait les heures, par exemple, là, on faisait 1 heure d'interdiction comme c'est fait ailleurs, ça réduit énormément la capacité d'intervention de nos travaux publics, que ce soit pour le nettoyage, que ce soit pour l'élagage. Ça amène davantage d'installation d'interdiction temporaire et souvent ça l'amène aussi davantage de va-et-vient de la part de nos équipes entre la voirie et la rue où est-ce qu'il doit avoir des travaux. Donc, on gagne en efficacité et bien honnêtement, Madame Dansereau, on n'a souvent pas assez de ressources pour garder l'arrondissement aussi propre qu'on le voudrait. Donc, réduire leur capacité de travail aurait un impact négatif sur la propreté puis l'entretien de nos rues. Donc, malheureusement, je comprends que c'est plate un peu, 3 heures, ce serait plus fun que ce soit 1 heure ou 2, mais on favorise l'efficacité de nos équipes pour qu'on ait des rues plus agréables, plus propres et mieux entretenues. Merci beaucoup. Question maintenant de Mme Judith Boursier. Lors du dernier conseil d'arrondissement, j'ai posé une question sur le halte Belle-Rive. On devait me faire parvenir le budget de ce projet par courriel. Malheureusement, je n'ai pas reçu les documents. Pouvez-vous rendre ces informations publiques? L'information est publique, Madame Boursier. Elle est publique. Toutes les informations sont sur le contrat d'aménagement à l'ordre du jour du 3 février 2020. Donc, vous pouvez trouver le sommaire décisionnel en ligne sur le site de la Ville. Et si vous voulez un document plus précis que celui-là, vous pouvez demander, faire une demande directement au greffe de l'arrondissement. Vous pouvez le contacter 514-872-8891. 514-872-8891, c'est le greffe. Donc, si vous voulez demander des documents très, très particuliers, plus que à l'ordre du jour de février dernier, vous pouvez le faire sans problème. Merci pour votre question. Monsieur Lecomte, Monsieur Villandré, pour la prochaine question. Une question de Monsieur Louis Lecomte. Comment allez-vous assurer qu'un projet de logement pour les personnes qui sont au campement Notre-Dame va assurer un niveau d'intimité et la dignité des occupants? Quel est l'arrière-plan pour si le projet initial de logement des gens du campement de Notre-Dame ne fonctionne pas? Oui, écoutez, tantôt on a quand même parlé là, des différents enjeux pour le campement Notre-Dame. On ne pourra pas construire de l'habitation pour l'itinérance d'ici le mois de décembre. C'est impossible. On a déjà un projet qui est extrêmement innovant, qui est vraiment intéressant, qui est porté avec notre partenaire l'Anonyme et qui a déjà fait avec le soutien financier de la Ville de Montréal, qui a fait l'acquisition du 3629 rue Sainte-Catherine, l'ancienne Pécrey, pour justement offrir du logement social qui ne jugera pas les gens de la rue, en fait. Donc, c'est un nouveau type de logement social très ouvert, beaucoup moins contraignant que les autres projets de logements sociaux où est-ce que les gens qui viennent de la rue sont très, très, très encadrés. Et on y travaille on souhaite faire atterrir ce beau projet-là le plus rapidement possible, mais à très court terme, pour les gens qui habitent, qui sont au campement Notre-Dame, nous allons les encourager à se déplacer vers les haltes chaleur qui vont ouvrir cet hiver. Et on va s'assurer d'en avoir davantage que l'an dernier. Merci beaucoup pour votre question. Question maintenant de M. Raymond Moquin, président du comité environnement de Mercier-Est, du collectif en environnement de Mercier-Est. Question en référence à la réponse à notre lettre du 9 septembre sur le REM versus le tramway. Je comprends que vous vous souciez de l'impact sur la desserte locale. Toutefois, le CEME se soucie aussi de la lourdeur de l'infrastructure associée au REM, voire dans l'ouest de la ville.
Près d'une autoroute, ça va, mais au cœur d'un quartier résidentiel, cela devient problématique. La distinction entre les deux n'est pas que de la sémantique, c'est aussi technologique. Dans le passé, vous avez de façon claire répondu que vous préféreriez un tramway plutôt qu'un REM. Pour cette raison, le CEME estime qu'un débat public sur la forme d'une consultation serait souhaitable afin de recueillir les différents avis, notamment des citoyens, qui auront à vivre avec l'infrastructure installée, et ce pour des générations. En conséquence, pouvez-vous clarifier votre préférence, REM ou tramway, et approuvez-vous la demande du CEME pour la tenue d'une consultation publique sur cette question? Merci, M. Villandré. Merci, M. Moquin, pour votre question. Je vois que vous avez reçu notre réponse à la missive que nous avez envoyée. Oui, écoutez, ça fait une couple d'années qu'on a des échanges là-dessus au conseil d'arrondissement sur l'importance d'un transport collectif structurant, mode de transport lourd pour l'Est de Montréal. Ça a été réaffirmé, comme vous le savez, dans nos demandes à la RTM avec le gouvernement précédent, dans nos demandes à la RTM avec ce gouvernement-ci. Il y a eu un mandat donné à la Caisse de dépôt et placement, comme vous savez, justement pour un projet de transport collectif. Donc, encore là, comme vous le dites aussi, il faut savoir concilier performance du mode et intégration urbaine. Alors, sur ces enjeux-là, on a effectivement des discussions, comme je vous l'ai déjà dit, avec tant le gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt public. Eh bien oui, il y aura, bien entendu, un débat public là-dessus en temps et lieu, parce que ce sont des questions fondamentales. Justement, on veut un mode de transport collectif pour lourd pour l'Est de Montréal, et on veut qu'il soit bien intégré dans notre ville pour offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens. Alors, on travaille tous dans ce sens-là, et merci de votre intérêt et de votre implication future dans le débat public sur cette question-là. Donc, on enchaîne avec une question de M. Daniel Chartier, une question à plusieurs volets. En 2018, l'arrondissement amorçait la préparation d'un plan directeur des parcs et espaces verts. Ce plan directeur devait être approuvé à l'automne 2019, un an après l'échéance, le silence. Quels sont les constats, orientations générales ou spécifiques concernant les parcs et espaces verts de Mercier-Est? Quels équipements de sport et loisirs disparaîtront ou seront développés dans Mercier-Est? À quel endroit? Ces orientations doivent mener à des actions structurantes. Quels parcs feront l'objet de projets majeurs? Quelles sont les priorités d'action? À l'automne 2019, l'arrondissement tenait un événement citoyen pour définir les priorités d'action pour 2020 concernant le plan local de déplacement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Quelles actions prioritaires n'ont pas encore été mises en œuvre dans Mercier-Est? La connaissance des orientations et priorités d'action est nécessaire pour aider les citoyens à faire des choix avisés dans le cadre du budget participatif. Comment? Quand? Oui, écoutez, merci beaucoup. Il y a énormément de questions dans tout ça, là, donc je vais essayer de faire très rapidement. Pour ce qui est du plan directeur des parcs et espaces verts, là, oui, c'est toujours dans notre intention de le faire. Écoutez, des fois, on souhaitait faire les consultations fin 2019. Malheureusement, on n'était pas prêt pour le faire. On s'est dit, est-ce qu'on le fait vite et mal ou on attend 2020 pour le faire? On prend un petit peu de retard, mais on le fait bien. On a décidé de retarder à 2020. Bang, qu'est-ce qui arrive 2020? La pandémie. Donc, oui, on pense toujours la consultation publique sur le plan directeur des parcs et espaces verts est essentielle pour notre plan directeur. On souhaite la faire. On va la faire quand elle sera possible, une fois que ce sera possible de façon sécuritaire après la pandémie. Donc, oui, on veut toujours le faire. Après ça, vous me parlez des priorités d'action concernant le plan local de déplacement MHM. Eh bien, j'aurais tendance à dire, on peut, qu'est-ce qui n'a pas encore été mis en œuvre là? C'est une très grande question là, dans le sens que nos plans de déplacement ils durent généralement sur 10 ans. Donc, je vous invite à le regarder puis regarder qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Puis si vous avez des questions très spécifiques sur des projets qui avancent pas selon vous, on va pouvoir vous répondre. Et finalement, vous avez une question sur le budget participatif.
je vous encourage. Mercredi, il y a une séance, là, un forum de développement pour le budget participatif. C'est l'atelier de discussion pour le développement des projets. C'est ouvert à tout le public. Donc, tout le monde est le bienvenu de participer en ligne. Si vous avez des questions précises, vous pourrez avoir davantage de réponses là. Merci beaucoup, M. Chartier. On enchaîne maintenant avec une deuxième question de M. William Lamontagne. Bonjour à tous. Nous savons que lors du discours du trône, le gouvernement Trudeau a réitéré son intention de donner le pouvoir aux municipalités de bannir les armes de poing de leur territoire. Sachant que cela n'affectera que les tireurs à la cible déjà endossés et enquêtés par la GRC via leur système de permis, que sera l'effet d'une telle prohibition sur les crimes commis par arme à feu, autre que de faire déménager certains résidents vers des municipalités plus tolérantes? Merci beaucoup. Malheureusement, j'ai pas l'expertise pour répondre à votre question. Peut-être que le commandant pourra se risquer d'une réponse. Sinon, eh bien, le commandant Paradis peut peut-être répondre à certains éléments de votre question. Mais sinon, je n'ai pas cette réponse. C'est davantage une question qui toucherait la sécurité publique, donc notre collègue Rosalie Filato à la Ville-Centre. En fait, c'est une question qui est assez large, là. Je ne pourrais pas répondre ce soir, mais tout ce qui est au niveau d'armes à feu, nous, ce qu'on peut travailler, c'est vraiment ce qui se passe sur le territoire quand c'est au niveau des lois, puis c'est au niveau des tous les permis, ces trucs-là, là, ça relève soit du fédéral ou du provincial, dépendamment. Donc, malheureusement, nous, on est liés avec les lois qu'on a. Fait que nous, on travaille plus au niveau enquête, au niveau prévention, mais tout ce qui est ces trucs-là, là, c'est pas à nous de répondre. Merci beaucoup. Donc, je crois que cela termine. Ça complète, donc, en effet. Cela termine notre période de questions. Je sais que certains citoyens avaient envoyé plus d'une question, mais là, souvent, dans les mêmes formulaires, il y avait parfois plusieurs questions, donc on doit se restreindre à une seule question, une seule intervention par citoyen. Merci infiniment à tout le monde qui ont participé à cette période de questions. C'est très apprécié. Donc, nous pouvons maintenant passer, je vais maintenant céder la parole à Mme Barsalou pour la suite de la séance au 10.06. Pardon, merci, M. le maire. Donc, approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 31 août 2020. Je propose, appuyé par Mme Miron, 10.07. Déposer les rapports de consultation écrite tenus du 11 au 25 septembre 2020. Elles sont déposées 20.01. Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société en commandite commerciale Sherbrooke relativement à la construction d'un nouveau carrefour et au déplacement de flux de circulation à la limite ouest du lot 6 243 506 en lien avec le projet de développement Elogia phase 2 du groupe Maurice. Je propose, appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 20.02. Résilier le contrat de service professionnel attribué à la coopérative Le Comité pour l'aménagement d'un accès à la berge au parc de la promenade Belle-Rive dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à la suite de l'appel d'offres public 2020-026 P. Je propose, appuyé par Mme Miron, 20.03. Ratifier la résiliation du bail entre la Ville de Montréal et l'organisme le YMCA du Québec rétroactivement au 1er septembre 2020 pour la location d'un immeuble situé au 4567 rue Hochelaga. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 30.01. Affecter une somme de 37 885,56 $ à même le surplus de l'arrondissement pour assurer les communications en soutien au projet du programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des bibliothèques.
Je propose, appuyé par M. Caldwell, 30.02. Affecter une somme de 20 577,46 $ des surplus budgétaires de l'arrondissement afin d'attribuer un contrat pour la réalisation d'un audit écologique au parc Thomas-Chappé. Je propose, appuyé par Mme Miron, dans l'enthousiasme, 30.03. Autoriser le dépôt d'une demande de subvention au programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de la planification urbaine du secteur Radisson. Autoriser un engagement financier de 60 000 $ pour réaliser un exercice de planification et affecter cette somme au surplus de l'arrondissement. Je propose, appuyé par Mme Boivin-Roy, 30.04. Autoriser une dépense additionnelle de 91 218,29 $, taxes incluses, relative à la modification des trottoirs dans le cadre du projet intégré de reconstruction de la rue Saint-Germain. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 30.05. Autoriser une dépense additionnelle de 82 761,62 $, taxes incluses, relativement à la reconstruction de la fondation de chaussée et à la gestion des sols contaminés dans le cadre des travaux du passage à niveau de la rue Taillon. Je propose, appuyé par Mme Miron, dans le soulagement, 30.06. Affecter une somme de 650 000 $ provenant du surplus de l'arrondissement au financement de dépenses de déneigement excédentaire pour l'année 2020 et l'entretien des pistes cyclables durant la saison hivernale 2020-2021. Je propose, appuyé par Mme Miron, 40.01, avis de motion et résolution. Avis est donné par M. Pierre Lessard-Boulet, qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement, le règlement autorisant un emprunt de 1 250 000 $ afin de financer l'acquisition de petits équipements, de livres et d'équipements informatiques. Je propose, appuyé par Mme Boivin-Roy, 40.02. Avis. Avis de motion et résolution. Avis est donné par M. Pierre Lessard-Blais, qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement, le règlement autorisant un emprunt de 10 925 000 $ afin de financer la réalisation de travaux de protection d'immeubles. Je propose, appuyé par Mme Miron, 40.03, avis de motion et résolution. Avis est donné par M. Pierre Lessard-Blais, qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement, le règlement autorisant un emprunt de 3 222 000 $ afin de financer la réalisation de mesures d'apaisement de la circulation. Je propose, appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.04, avis de motion et résolution. Avis est donné par M. Pierre Lessard-Blais, qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement, le règlement autorisant un emprunt de 4 037 000 $ afin de financer la réalisation de travaux de réfection routière, d'éclairage et de signalisation. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 40.05, avis de motion et résolution. Avis est donné par M. Pierre Lessard-Blais, qui sera présenté à une séance subséquente du conseil d'arrondissement, le règlement autorisant un emprunt de 5 928 000 $ afin de financer la réalisation de travaux d'aménagement de parcs, de berges, de terrains de jeu et d'espaces verts. Je propose, appuyé par Mme Boivin-Roy, 40.06. Adopter le règlement modifiant le règlement régissant la démolition d'immeubles afin d'y modifier notamment l'annexe A. Je propose, appuyé par Mme Boivin-Roy, 40.07. Adopter le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin d'ajouter des usages dans la catégorie C.3.2 et remplacer la catégorie C.3.1A par la catégorie C.3.2A dans la zone 0533 située dans une partie de la rue des Ormeaux. Je propose, appuyé par Mme Miron, 40.08. Adopter le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve visant à interdire la division et la subdivision de logements ainsi qu'à interdire le remplacement des maisons de chambre par un autre usage de la famille habitation pour l'ensemble du territoire.
La parole est donnée à la conseillère de Louis-Riel. Merci, Monsieur le maire. Alors, simplement pour signifier ma dissidence comme au conseil précédent. Merci. Merci beaucoup, Madame Boivin-Roy. Je propose, appuyé par Madame Lavigne-Lalonde. 40.09. Adopter le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve concernant diverses dispositions réglementaires. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 40.10. Adopter le second projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve visant à remplacer la catégorie d'usage E.11 espace et lieux publics par la catégorie d'usage E.12 espace naturel dans la zone 0261 parc Thomas Chappet et dans la partie de la zone 0001 située au nord de la rue Bélanger, parc du Boisé-Jean-Milon. Je propose, appuyé par Mme Boivin-Roy, 40.11. Adopter avec changement le second projet de règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin d'ajuster le zonage dans le secteur de la rue Hochelaga dans Tétroville. Je propose, appuyé par Mme Miron, 40... excusez-moi, j'ai perdu le fil. Oui, 40.12. Ratifier l'occupation du domaine public pour divers événements et édicter des ordonnances permettant la fermeture de rues, le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur, la consommation et la vente de nourriture et de boissons alcooliques ou non, ainsi que la vente d'articles promotionnels reliés aux événements. Je propose, appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.13. Édicter une ordonnance établissant la mise en sens unique de l'avenue Charlemagne vers le sud entre les rues de Rouen et Ontario-Est. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 40.14. Édicter 2 ordonnances pour l'implantation de passages piétonniers sur l'avenue Les Tourneux entre les rues Ontario-Est et de Rouen, ainsi que sur la rue Sainte-Catherine-Est à l'intersection de la rue Leclerc. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 40.15. Modifier l'ordonnance de mise en sens unique de la rue Taillon, édictée à la séance du 4 mai 2020, afin que la mise en sens unique soit instaurée vers le sud. Je propose, appuyé par Mme Miron, 40.16. Adopter la résolution autorisant le projet particulier PP27-0277, modifiant le projet particulier PP27-0210, afin de permettre la construction de 2 bâtiments industriels projetés sur le côté sud de la rue Notre-Dame-Est, localisés sur le lot 5 886 616 entre les rues Guibourg et Clarence-Gagnon. Je propose, appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.17. Adopter la résolution autorisant le projet particulier PP27-0283 afin de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel sur le terrain vacant situé sur la rue Desormeaux et portant le numéro de lot 1 710 600. Je propose, appuyé par Mme Miron, 40.18. Adopter la résolution autorisant le projet particulier PP27-0285 permettant le développement d'un projet immobilier par phase sur le lot 6 037 556 à l'intersection de l'avenue Aigues et de la rue Ontario-Est. Je propose, appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.19. Adopter la résolution autorisant le projet particulier PP27-0287 afin de permettre l'usage bureau pour le bâtiment situé au 5781 rue Notre-Dame-Est. Je propose, appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.20. Adopter la résolution autorisant le projet particulier PP27-0288 modifiant le projet particulier PP27-0270 afin de permettre l'aménagement d'un bureau temporaire de vente et d'une roulotte de chantier à l'intérieur d'une partie du bâtiment situé au 9205 rue Notre-Dame-Est, ainsi que de déroger à certaines dispositions du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et du règlement sur le lotissement. Pardon, il fallait que j'éternue. Je propose, appuyé par Mme Miron, 40.21. Adopter la résolution autorisant le projet particulier PP27-0289 afin de permettre le maintien de l'occupation à des fins d'activités communautaires
du bâtiment situé au 2564-2566 avenue Desjardins, localisé entre l'avenue Pierre de Coubertin et la rue Hochelaga. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 40.22. Adopter la résolution autorisant le projet particulier PP 270291 afin de permettre l'agrandissement du bâtiment situé au 1420-1436 avenue de la Salle entre les rues Sainte-Catherine-Est et Adam. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 40.23. Adopter le second projet de résolution du projet particulier PP 270293 afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment situé au 3800 rue Sherbrooke-Est. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 40.24. Adopter le premier projet de résolution du projet particulier PP 270290 autorisant la construction d'un immeuble d'habitation au 9510 rue Notre-Dame-Est. Je propose, appuyé par Mme Miron, 40.25. Approuver les travaux de transformation pour l'immeuble situé au 5781 rue Notre-Dame-Est. Je propose, appuyé par Mme Lavigne-Lalonde, 40.26. Déplacer la zone de stationnement limitée à 15 minutes de la garderie Méchéry du boulevard Langelier à la rue Beaubien-Est. Je propose, appuyé par Mme Boivin-Roy, 40.27. Modifier le secteur S3R 71 par l'agrandissement des zones de stationnement sur rue réservées aux résidents de la rue Sainte-Famille entre l'avenue Pierre de Coubertin et la rue Hochelaga, ainsi que sur la rue Sainte-Catherine entre la rue Saint-Émile et le boulevard Lapointe. Je propose, appuyé par Mme Boivin-Roy, 50.01. Approuver les modifications apportées à l'entente entre le syndicat d'écoles bleues regroupées de la Ville de Montréal et l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en regard des 17 matières de négociation prévues à l'article 49.d de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, le 20 février 2020. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 60.01. Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 août 2020. Donc, cela nous amène à la période de questions des membres du Conseil. Y a-t-il des questions? Donc, on arrive à la levée de la séance. Merci infiniment à tous les citoyens qui ont participé virtuellement. Madame Barsalou, pour votre travail, tous les membres du personnel, chers élus, je souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Merci.